Est-ce qu'on peut mettre en évidence nos orateurs? Moi, j'aimerais demander quelque chose à Jonathan d'abord, mais ça va peut-être s'appliquer à tout le monde. Euh, Laisse-moi sortir mon cube Rubik. C'est tout un exploit de pouvoir solutionner un cube Rubik en même temps qu'on fait un discours. Bon, j'ai juste fait 3 mouvements, puis j'arrive pas à la remettre. Bon. Alors, Jonathan. Ah, et tu as maintenant ton nouvel accessoire avec toi. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette présentation. Est-ce que tu peux me dire si depuis la naissance de ton fils, à peu près tous tes discours sont inspirés par ta vie de papa? Non, c'est pas tous mes discours. D'ailleurs, c'est mon premier discours. J'ai commencé à Toastmaster il y a à peu près un an et demi à peu près. Donc, c'était mon premier discours, c'était ma première étape. Donc, vraiment le concept, la manière que la compétition de Toastmaster est bâtie, ça m'a vraiment permis de peaufiner, d'améliorer mon discours à chacune des étapes de la compétition. Donc, ça m'a été vraiment très, très, très bien. Et vraiment, le petit nous fait vivre toutes sortes d'émotions, comme vous le savez. C'est vraiment un plaisir. Et j'avais parti avec une histoire de cette façon-là et j'ai trouvé ça intéressant de l'évoluer à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, merci, Jonathan. Les enfants, moi j'en ai une là et une autre là. L'autre est sortie avec sa maman et c'est une source infinie de discours. N'est-ce pas, Anthony? D'ailleurs, Ouais, Anthony, est-ce que... toujours une super source d'émotions. Donc, à part comme on fait des discours qui sont avec une vocation de partager l'émotion, forcément, nos enfants, c'est une super source. Moi, je vous ai parlé de Ambre là, tout à l'heure, mais j'ai deux grands garçons qui ont 14 et 16 ans qui s'appellent Hector et Maxime. Et eux aussi, pendant longtemps, ils ont été dans mes discours parce que, ben voilà, c'est notre vie. Et ce qui nous touche, on espère le partager. Et forcément, bah, la famille, quand on voit un bout de chou comme celui que Jonathan a sur les genoux, là, bah, c'est extraordinaire, quoi. C'est juste extra, voilà. C'est des belles émotions qu'on aime partager. Merci, Anthony. En fait, d'Anthony, tu peux me dire, donc à 14 et 16 ans, est-ce que tes garçons ont un rôle lorsque tu écris ou lorsque tu pratiques tes discours? Je fais appel à plein de gens autour de moi pour contribuer au discours, en tout cas les discours de concours. Et ma femme, Nathalie, et mes garçons sont souvent dans les trois, quatre premières personnes qui voient le discours ou la vidéo du discours pour les concours, parce que leur opinion importe. Et voilà, puis on a la chance dans le sud-est de la France d'avoir plein de gens qui sont très, très, très brillants. Et je m'en remets à eux pour me guider, pour petit à petit me rapprocher de leur niveau, quoi. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir. Enfin, Siegfried, qui est un des orateurs d'atelier aujourd'hui, ou Philippe Christin, qui est un des organisateurs de l'événement, font partie des gens qui m'entourent. Et avoir leur support est vraiment très, très précieux. Super. J'ai vu Sephora hocher de la tête aussi. Comment ça fonctionne chez toi, là, pour les pratiques de discours? Et c'est un petit peu la même chose pour moi. Moi, j'ai deux grandes filles qui, comme je l'ai dit dans mon discours, elles ont grandi trop vite pour l'université, mais j'ai aussi une petite fille de 20 mois. Donc là, c'est vraiment la joie et tout. Et pour moi, comment cela se passe? Cela se passe d'abord avec la famille, comme l'a bien dit Anthony, mais ensuite, c'est avec mes mentors. Et j'ai plusieurs mentors dans mes clubs et je présente devant eux. Ensuite, je présente dans mes clubs. J'ai les évaluations qui me permettent de m'améliorer et je continue à pratiquer. Et certaines fois, je vais dans plusieurs autres clubs pour avoir d'autres évaluations et on y est. Moi, je trouve ça intéressant que c'est le concours, c'est bien ça, c'est le concours international de discours au niveau de la division qui, chez vous, vous les faites en français quand même, Oui, même si parce c'est le que concours international. oui, bien sûr, la division D est en Haïti et notre langue en Haïti, c'est le créole et le français. Donc, bien sûr, on a des clubs en anglais, mais à part les clubs en anglais, le secteur, il y a un secteur anglophone, tous les autres secteurs sont francophones. Donc, on est obligé de passer du discours, par exemple, pour moi, qui suis membre d'un club anglophone, j'ai commencé le discours de club en anglais.
Au niveau du secteur, c'était en anglais. Arrivé à la division, j'ai dû trouver quelque chose d'autre pour le faire en français. Et au niveau du district, ce serait encore changé au niveau encore en anglais. Donc, Oui. Et ensuite, tu reviens ici et tu le fais en français à nouveau. en français également. Merci, Sephora. Est-ce que Hawaï est toujours là? Sa vidéo a disparu. Oui, elle est là. Je suis Oui, super. Hawaï, veux-tu me parler un petit peu de comment tu prépares tes discours ou comment tu les répètes? Après ça, j'aurai une question précise pour toi. d'accord. Alors, pour ce concours, précisément, moi, j'ai bénéficié de l'incroyable bienveillance des Toastmasters de toute ma division parce que tout au long des niveaux, j'ai fait d'abord le niveau club, secteur, division et district. Et à chaque fois, j'avais des retours des gens spontanément qui me disaient, moi, je pense que si tu faisais comme si, ce serait mieux. Et je m'étais entourée aussi de coachs à qui je demandais de regarder des choses particulières, par exemple la gestuelle ou est-ce que l'introduction était percutante ou pas. Donc, j'avais des coachs qui étaient des Toastmasters et j'ai fait également une répétition devant des non-Toastmasters. Donc, c'était vraiment tout un programme pour me préparer au district. Mais les Toastmasters sont toujours disponibles pour accompagner, pour soutenir. Ben oui, c'est un peu la nature de notre organisation, hein. C'est dans la mission même de chaque club. Moi, j'ai une question qui vient du clavardoir. D'abord, si tu veux nous dire que signifie ton nom, mais surtout, comment est-ce que tu vois l'expansion de Toastmasters sur le continent africain? Alors, mon nom, c'est Awa, donc c'est Ève tout simplement. C'est la première femme du monde. C'est Ève, en Afrique. C'est Awa, on peut dire Eva, Awa, qui s'écrit de plusieurs façons. Moi, c'est H-A-W-A, mais il y a d'autres qui l'écrivent A-W-A, A-O-U-A. Voilà, donc c'est juste Ève. Alors, Toastmaster en Afrique, j'ai l'impression que Toastmaster est plus développé en Afrique aujourd'hui qu'ailleurs dans le monde. Rien qu'au Burkina Faso, là, on va avoir une division rien qu'à nous. Actuellement, le Burkina Faso et le Niger forment la division C. Mais il y a beaucoup d'engouement. Il y a des clubs Gabel, des étudiants à des DTM. Nous avons énormément de DTM. Par exemple, dans mon club Toastmaster Maestria, nous avons 8 DTM. Donc, c'est des gens qui étaient là depuis très longtemps et qui sont disponibles pour accompagner les autres. Chez moi, on dit qu'aujourd'hui, la communication est la marchandise des rois. On ne peut pas réussir dans ce monde si on ne sait pas communiquer. Donc, tout le monde veut apprendre à parler en public, à s'imposer, à convaincre. Donc, Toastmaster, vous le savez, c'est la meilleure école en art oratoire. Donc, ça suscite beaucoup d'engouement et je pense que ça va aller en croissant. Ben, merci. C'est beau ça. La marchandise des rois, c'est la communication. Anthony, laisse-moi voir si j'ai un accessoire ici. Le voici. J'ai été influencé par le lobby des pommes pour acheter des pommes à l'épicerie. Alors là, il y a une question dans le clavardoir. Les Illuminati, c'est comme si tu avais semé le doute. Alors, je crains que tu essaies de nous convaincre qu'on ne doit pas se laisser tenter par des théories de complot, mais peut-être que tu nous donnes l'idée d'aller faire ces recherches. Anthony, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui t'ont dit « Attention, si tu parles des Illuminati, les gens vont peut-être embarquer là-dedans ». Ouais, en fait, le but du discours derrière l'humour, c'était de mettre l'emphase sur les travaux de cette sociologue qui a travaillé sur justement la construction de ces peurs, parce que c'est ça, la paranoïa, c'est de la peur à la base. Et en déconstruisant ou en comprenant les mécanismes, on peut s'en protéger plus facilement. Et donc, quand on se surprend soi-même, parce que ça peut nous arriver, hein, tout le monde peut se dire « Ah bah tiens, sur tel événement ou tel autre, personne n'est à l'abri », et se dire « Ok, bon ben, si effectivement je suis dans cette peur ou dans cette paranoïa potentielle, c'est peut-être que j'ai un besoin de restructuration, j'ai un besoin de contrôle. »
Et donc, peut-être aller puiser, comme tu viens de le dire, dans des recherches un peu plus formelles pour essayer de reprendre ce contrôle ou reprendre ces informations. Maintenant, moi, j'approche de la cinquantaine et ça fait maintenant 3 ans que j'ai repris mes études on travaille beaucoup sur les travaux, on s'appuie beaucoup sur les travaux de scientifiques qui nécessitent la preuve, un travail par la preuve, une méthodologie un peu carrée. Et je pense que c'est important de se rapprocher de ça plutôt que de se rapprocher sur le dernier tweet ou le dernier paragraphe Facebook. Donc voilà, c'était pour apporter ma petite pierre à l'édifice en disant la peur et la paranoïa associée existent. Soyons attentifs. Et je n'ai pas la prétention de dire que ça m'arrive jamais. Moi aussi, des fois, je me dis il peut y avoir telle ou telle chose. Mais voilà, si on le voit, voyons ça comme un symptôme et non pas comme une réalité. Parfait, merci pour ces mots de sagesse, Anthony. Ça ne m'empêche pas d'être sponsorisé par le lobby de la pomme, non? Oui, est-ce que c'est une pomme d'api, celle-là? Non, malheureusement, les pommes d'api ont disparu. Je me demande si, moi j'ai 2 pommiers chez nous, peut-être que ce sont des descendants perdus de cette forêt d'api. Ouais. D'autant plus que c'était vraiment dans l'ouest de la France, donc peut-être que ça a traversé l'océan. Peut-être que c'est venu en même temps que les filles du roi au Canada il y a 400 ans. Merci, Anthony. Jonathan, je vois que tu es en sourdine, alors on ne peut pas entendre ton bout de chou. Est-ce qu'il est en train de faire des petits bruits au niveau 1 en ce moment? J'utilise une technique que j'essaie d'utiliser très rarement pour le garder calme. Je dois tenir mes responsabilités de papa. Donc, il tient un téléphone dans ses mains. Et là, ça garde toute son attention. Et j'ai vu un commentaire qui vient de passer disant que mon petit ne pleure jamais. Si par malheur, je lui retire le téléphone, oh là là. Est-ce qu'on essaye? Oh! Wow! C'était instantané. On va tout de suite passer à l'action. Donc, oh là là, c'est dangereux ça. On va garder ça pour après la réunion. Oui, c'est ça. OK. Ton petit, à quel âge? Il a maintenant 2 ans et demi. La mienne, la plus petite, a 1 an et demi à peu près, presque 2 ans. Alors peut-être qu'on se parlera tantôt pour s'échanger des trucs sur tout ça. Moi, je peux vraiment reconnaître toutes ces histoires de jeunes papas. Ça me fait toujours sourire. Mais je serais curieux de savoir, vous pouvez l'écrire dans le clavardoir, là. Est-ce que vous pouvez vous identifier à ces histoires, là, quand on parle de jeunes papas, même si vous n'êtes pas un jeune papa ou même si vous en avez jamais été, et même si vous êtes une maman, je serais curieux. J'ai écouté un petit peu de l'atelier de Siegfried Hack tantôt, qui nous a fait comprendre que même si notre histoire n'a pas de... comment dire, l'auditoire ne va pas nécessairement savoir exactement de quoi vous parlez, mais si vous êtes une personne, non même pas un père, même peut-être juste une femme qui n'a jamais eu d'enfant, mais que vous avez connu des enfants un jour dans votre vie, vous pourrez quand même vous reconnaître dans cette histoire-là. Alors, c'est pas seulement des papas qui se reconnaissent là-dedans. Vraiment, ce que j'ai découvert en vivant ces expériences-là, que je n'avais pas porté attention auparavant, on a plusieurs membres aux alentours de nous qui ont des enfants et tout ça, on s'habitue avec le cri de son enfant et on commence à le connaître. Donc, on commence à savoir à quel moment ça, c'est un cri qu'il est à tel niveau, quoi que ce soit. Donc, on commence à s'ajuster. Donc, c'est vraiment là est venue l'idée là, des différents niveaux, mais on vient vraiment développer une oreille avec le cri de notre enfant. Donc, durant la nuit, maintenant, tu as l'oreille vraiment fragile et tu peux le détecter très, très rapidement. Mm-hmm. Je vois qu'il y a une personne, Leslie Mossois, qui dit « Je suis maman de 6 filles. » Bon, c'est le double de ce qu'on a ici. Alors, je ne vais plus me plaindre. Je sais que... Est-ce que le vote est terminé? Je vois plein de messages à propos des résultats. Donc, tantôt, on va pouvoir regarder les résultats. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part Oui, de... on va essayer concernant le vote. On va laisser 1 minute pour que les gens qui n'ont pas encore voté puissent voter. C'est très, très chaud actuellement. Là. Sur les 4 orateurs, on voit actuellement les résultats là, en temps réel. Fait que on vous laisse 1 minute pour ceux qui ont voté. Vous allez peut-être faire la différence pour celui qui va mériter le fameux certificat du sommet 2022, le coup de cœur. Alexandre. Merci, Martial. Je pense qu'il y a à peu près 12 personnes qui n'ont pas encore voté. Alors, vous pouvez faire la différence, en effet. Alors,
pour ce qui est de Toastmasters, je vais retourner au sujet de Toastmasters. On parlait un petit peu de l'expansion en Afrique. J'aimerais savoir, peut-être Sephora, parce que je ne connais pas bien la région d'Haïti. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de l'expansion? Et bien sûr, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup d'extensions en Haïti, parce que ce qui arrive, beaucoup de nos clubs sont concentrés dans la capitale, qui est Port-au-Prince. Nous avons commencé à avoir des clubs dans les villes de province. Et l'idée, c'est d'avoir des clubs sur toute Haïti, dans toutes les villes. Et il y a vraiment beaucoup d'espace pour continuer à étendre notre Toastmaster en Haïti. On a une seule division, on espère avoir plusieurs divisions. Et là, oui, il y a de la place pour l'expansion. Est-ce que les clubs se rencontrent surtout en ligne en ce moment, même en Haïti? Oui, depuis COVID, oui. Elles se rencontrent en ligne, elles se rencontrent aussi en présentiel, elles se rencontrent également en présentiel. On a des réunions hybrides, c'est-à-dire en ligne et en présentiel en même temps, mais presque tous les clubs se réunissent en ligne aussi. Oui, j'ai l'impression, en tout cas dans ma région, c'est la même chose. Mes 2 clubs sont encore en ligne seulement. On commence à trouver du hybride dans notre région, mais je serais curieux de voir, juste à main levée, là, quels sont les clubs qui ont commencé à se rencontrer à nouveau en personne ou de façon hybride? Ah, c'est bien, ça commence. OK, parfait. Il y a certains membres qui ont peut-être plus d'appétit que d'autres pour retourner en personne. Moi, je dois avouer que c'est vraiment pratique de juste passer du salon au bureau pour pouvoir aller à une réunion. Anthony, comment ça se passe dans ton coin du pays ou du monde? On a la chance d'avoir eu une levée des restrictions assez tôt cette année, ce qui fait qu'on a pu reprendre le présentiel de manière assez importante dans tous les clubs du sud-est de la France. Cependant, les concours se sont faits en ligne. Et c'est quelque chose que, à titre personnel, j'ai un petit peu regretté, parce que quand on fait un discours, c'est tellement plaisant d'avoir un retour immédiat. Et dans mon discours, je parlais du silence assourdissant des réunions Zoom où il n'y a pas de réaction, en fait. La réaction, on ne la sent pas, on ne la perçoit pas. Il y a un côté un petit peu décalé. Alors, c'est tout le plaisir d'avoir des gens aux 4 coins du monde quand on a cette expérience comme celle d'aujourd'hui, et là, c'est fantastique. Mais quand on est au niveau local et qu'on sait qu'on est tous à 3-4 km les uns des autres, c'est vraiment, il y a une perte de lien humain qui pour moi, est un petit peu trop forte quand on est en distanciel. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'avoir l'occasion d'avoir des grands événements comme celui d'aujourd'hui. Encore bravo à tous pour l'organisation. Mais en même temps, je valorise énormément le contact humain au quotidien. Alors peut-être que les réunions hybrides, ça va être la façon d'y aller pour avoir le bon côté. Peut-être que l'hybridation, c'est une solution. On ne le fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire que soit on est à 100% en ligne, soit on est 100% présentiel, mais on n'a pas encore de modèle local où on a une hybridation. Peut-être que ça viendra. Et c'est tout un défi de faire quelque chose comme ça. Alors, bonne chance à tous ceux qui font ou qui s'engagent à faire des réunions hybrides. Pour l'instant, je dois mettre fin à cette entrevue. Quoi, Sephora? Il y a une dernière petite chose à dire? Une dernière petite chose que je voulais ajouter. Ce qu'a dit Anthony est tellement vrai que j'ai eu à représenter ma division pour le discours humoristique au niveau du district. Et imaginez-vous, vous faites un discours humoristique, toutes les caméras sont fermées, tous les micros sont fermés, il n'y a pas de retour. C'est vraiment un défi terrible, c'est très difficile. Merci. Oui, le défi est encore plus grand dans des discours d'humour, en effet. Alors, merci beaucoup à nos 4 orateurs et oratrices, Jonathan, Anthony, Sephora, Awa. Bientôt, dans quelques secondes, je vais annoncer le coup de cœur. Vous allez recevoir, mes chers orateurs, un certificat de reconnaissance, tout comme pour les présentateurs et présentatrices d'ateliers